Salut à tous, on se retrouve encore une fois pour continuer notre projet Python et on va avancer. J'espère que de votre côté vous avez eu le temps d'avancer si vous avez fait une petite pause entre les deux vidéos. Mais j'espère que de votre côté vous avez eu le temps d'avancer un petit peu, d'être allé un petit peu plus loin. Moi j'ai rien touché, je pars comme voilà, je veux toujours faire des bêtises dans ce projet-là pour vous montrer comment on résout les problèmes. Et bon, jusqu'à présent, on n'en a pas trop fait, c'est déjà pas mal. Mais on va continuer. On va essayer d'aller récupérer deux informations sur la page web du produit qui nous intéresse. C'est le nom du produit. Donc c'est, si on reprend la page Amazon, elle doit pas être bien loin, elle est ici. C'est le nom du produit qui est ici, là. C'est pas très clair, je vais le mettre en grand. Voilà, hop, le nom du produit, il est là. Et on va récupérer le prix qui est ici. Ok. Donc, je vais réduire ça, on va revenir sous PyCharm. On a vu que grâce au passage du user agent dans les headers de la requête, alors les headers de la requête c'est quoi? C'est au moment où on interroge Amazon, on lui dit tiens, je vais t'envoyer des données, des trucs qui sont importants, et dans les headers, il y a ce user agent qui dit bah non, je ne suis pas un robot, je suis bien un humain et j'utilise Firefox. C'est un peu grossier, on lui a un peu berné la figure, mais ça fonctionne, donc on va pas se priver. Donc, et on a vu qu'on arrivait en bas à récupérer le code HTML, mais pas que. Ça on verra plus tard. Le code HTML de la page Amazon. Donc moi ce que j'aimerais faire simplement déjà c'est que il va falloir qu'on puisse savoir où est-ce qu'on a besoin d'aller chercher les informations à l'intérieur du site de la page Amazon pour récupérer le nom du produit et son prix. C'est deux choses vachement importantes. Le prix qu'on a initialisé dans une variable ici à 0 et je veux le nom du produit qui pour l'instant est égal à blanc. Je ne sais pas ce que je suis en train de regarder sur Amazon. Enfin, je le sais parce que c'est moi qui ai décidé d'aller voir ce produit-là, mais c'est quand même pas mal si le produit s'affiche, le nom du produit s'affiche avec son prix en face, parce que si on cherche plusieurs produits plus tard, il va nous dire 10 euros. Ouais, c'était quoi? C'était le parfum pour madame ou c'était le jouet pour le gamin? Enfin, on sait pas. Donc voilà, on va mettre le nom du produit en face de son prix. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, tout simplement, c'est qu'on aille regarder un petit peu la tête qu'a la page Amazon et qu'on aille à l'intérieur chercher les informations dont on a besoin, c'est-à-dire le prix qu'on connaît déjà et le titre dont on a des informations, on le connaît déjà aussi, et de voir où est-ce que dans le code HTML de la page il est enregistré. Nous voilà donc maintenant sous Firefox et c'est sous Firefox qu'on va pouvoir trouver le nom du produit et le prix qu'on recherche pour pouvoir alimenter nos variables ici dans le code Python. Donc pour ça on va utiliser une fonctionnalité qui existe également sous Chrome, mais je pense sous Edge, bien que je n'utilise jamais Edge, c'est examiner l'élément. Là ma fenêtre va se scinder en deux parties, en haut et en bas, vous pouvez le voir. En haut le site, en bas les éléments qui composent la page du site. Et là si je viens cliquer sur cette petite flèche, je peux aller me placer sur un élément et je récupère en bas, vous voyez, le span ID avec le price block underscore our price qui est l'ID de la balise dans lequel il y a le prix. Et c'est ça qui va m'intéresser. Il va falloir que je dise à mon script Python, va chercher le span qui a l'ID price block égale underscore our price et récupère-moi ce qu'il y a à l'intérieur de cette balise. Hop, on revient ici, on va commencer donc par le prix. On va modifier ici d'abord le commentaire, le nom du produit et le prix grâce à Python Beautiful Soup. Et on va donc ici utiliser le module Beautiful Soup pour aller chercher le prix et le nom du produit dans la page. Alors, on retourne encore ici, on va prendre une page là, on va chercher Python Beautiful Soup et on va regarder un petit peu comment ça s'utilise parce que on ne sait pas, tout simplement. Beautiful Soup documentation, on va commencer par celui-là, c'est en anglais, alors, comme je vous l'ai dit, l'anglais hein, ça va être indispensable, en tout cas d'avoir quelques notions. Quick start, soup title, name, find, link, oula. Bon, alors, ça c'est le document HTML. Ah, ça c'est intéressant.
il nous dit depuis BS4 importer Beautiful Soup, ok, et soup qui est égal à Beautiful Soup, on lui passe le document et à mon avis le type de lecture qu'il faut faire. On va commencer par là. Allez, une fois n'est pas coutume, on va faire un copier-coller, copier. On va se mettre ici, on va faire un coller et ça, on va le dégager, on va le mettre ici. HTML doc, du coup, c'est plus HTML doc, mais c'est r.text. Ouais, j'espère que ça va fonctionner. HTML parser. Ok. On retourne sur la page de Beautiful Soup et il nous dit quoi? Quantify, ça c'est pour imprimer, on s'en fout. Title, ça va être le nom de la page. Ah, ici, ID, ça c'est pas mal. Soup.find ID, et on a dit c'était hop, c'était price block our price. On va essayer ça. Dans soup, récupérer le prix. Donc on va mettre prix. On va mettre prix lu, parce que c'est le prix tel qu'on le lit dans la page. Après, on va l'interpréter pour en faire un nombre ici. Prix lu est égal à soup.find id égale, et on a dit que c'était price block our price. Hop, price block our price. Ok, print, prix lu. Ok, on essaye, CTRL SHIFT F10 sous PyCharm et on a un. Oh là 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 là. Bah, quand je vous dis que hein, c'est pour les débutants, fait par un débutant. Nos modules name BS4. Alors ça c'est le même problème que ce qu'on avait avec request tout à l'heure. Il va falloir que je sorte du mode présentation. S'il veut bien. Non, il veut pas. Ah, si, il veut. Oh. Alors voilà. Il va falloir que j'aille dans le terminal, que je fasse un pip install, et mon pip install va se faire sur BS4 cette fois-ci. Oh, j'ai un problème d'affichage. Ok. Ça n'est qu'un problème d'affichage, c'est pas bien grave. Il est installé. Je peux retourner en mode présentation. Voilà. Refaire un CTRL SHIFT F10, pardon. Et cette fois-ci, none. Ah. Il me dit que prix lu, alors je vais retirer le print r.text qui est ici, on va le mettre en commentaire. On va relancer pour avoir vraiment que l'information qui nous intéresse. None. Il me dit rien. Prix lu, c'est rien. Ah, ça c'est embêtant, puisque on l'a bien vu sur Firefox que il est bien dans un span d'ID qui est PriceBlock, quoi. Donc je vois pas pourquoi il nous dit qu'il ne le trouve pas alors qu'il existe. Alors, ce qu'on va faire, on va récupérer le texte, on va récupérer le texte de la requête, on va la sauver dans un fichier texte, et on va pouvoir l'afficher comme ça dans un éditeur de texte type Visual Studio Code, Notepad++, même bloc-notes, et essayer de voir un petit peu ce qu'il en est, pourquoi ça nous fait ça. Alors, on va pour ça utiliser, on va enregistrer un fichier texte avec le contenu de R. On va, pour faire les choses bien, utiliser une pratique en Python qui est comment dirais-je, préconisé dans l'utilisation de choses qu'on doit ouvrir et fermer comme des fichiers, c'est le context manager, le gestionnaire de contexte. Un gestionnaire de contexte, ça veut dire qu'on va utiliser une ressource comme un fichier par exemple à l'intérieur de ce contexte, et une fois qu'on va sortir du contexte, Python va se charger de libérer cette ressource ou de fermer le fichier pour pas qu'il soit corrompu ou qu'il soit inaccessible par la suite. Donc un context manager en Python commence avec le mot-clé with. On va ouvrir open un fichier qu'on va placer dans le même répertoire que notre script, il n'y a pas de souci, c'est juste pour le temps de débugger en quelque sorte. On va l'appeler contenu.html, parce que c'est du HTML qu'on reçoit normalement. Alors,
je sais pas ce qui se passe, mais bon, il a décidé d'être très très long, le PC, et on va l'ouvrir en mode écriture, W, write, on va écrire dedans, et on va l'ouvrir avec le nom F. C'est-à-dire que F va nous permettre de manipuler ce fichier. On va pouvoir faire un F.write, écrire, quoi, R.text. Normalement, si tout se passe bien, il devrait nous ouvrir un fichier en écriture, écrire le contenu de R.text à l'intérieur du fichier et fermer le fichier. On va tester tout de suite, CTRL SHIFT F10. Ah, et voilà, il y a un problème. Donc ça tombe bien, c'est cool. J'adore quand il y a des problèmes. Encode, carmaps. Ah, il n'arrive pas à encoder le caractère. Alors, on va essayer une autre méthode. On va essayer de faire R.content, c'est le contenu. On essaye. Ah, il veut pas, il faudrait une chaîne. Donc on va forcer en chaîne. On va dire que c'est une chaîne. Enregistre-moi, R.content transformé en string, en chaîne de caractères. Petites astuces des fois pour pouvoir contourner. Ah, non, process finish, ça n'a pas l'air mal. On va sortir du mode présentation pour vous montrer que le fichier a été généré ici, contenu.html. Et là, si je l'ouvre, double-clic dessus, il va s'afficher ici. Et on voit en haut, on a des balises HTML qui sont mises en évidence. Et après, on a du blanc et du HTML. Donc tout ce qui est en blanc, ben, c'est des choses qui n'ont pas l'air d'être... Ah, c'est du script. C'est du script JavaScript, ok. On continue, on continue, on continue. Il y a plein de retours chariots, c'est un truc de fou. Hein. On a du CSS, ok, ce qui est normal. Hein. À l'intérieur de ce fichier, on va rechercher notre price block our price. On le trouve, il est ici. On va le trouver peut-être ailleurs. Il existe 13 fois. On va essayer de le trouver là où il est en mode ID. Alors c'était ID égale. Voilà. Voilà. Ah, pourtant, il est bien dans une classe de type HTML. Hein. Alors, quand ça arrive, des fois, bon, c'est du HTML, ça ressemble à du HTML, c'est pas forcément du HTML, ça peut être de l'XML, donc un format de fichier extensible, un peu comme le HTML, mais plus libre, on va dire, et dans lequel le HTML est intégré. Dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est non pas dire à Beautiful Soup, là j'ai vu qu'on avait passé HTML.parser. Donc il va parser du HTML, mais il va falloir réussir à lui dire que c'est du XML. On va aller voir sur internet. Beautiful Soup. Ah bah il y a plein de trucs après derrière. Voir si... Voilà, vous voyez, string parser, il peut faire plusieurs parseurs, notamment LXML. LXML, markup LXML. XML. Ouais. Mais bon, on va essayer XML. Ouais, on va essayer XML. Allez, soyons fous. Ou LXML. Allez, on prend LXML. LXML. CTRL SHIFT F10. Ah, ça commence mal. Could you find the tree builder? Install. Ah bah, install. C'est ce que ça veut dire quand ça dit installe quelque chose. On est bon pour retourner dans le terminal et installer le parseur LXML avec pip. Alors, est-ce qu'il veut bien? Il est fâché pour sortir du mode... On va faire comme ça, c'est pas grave. Appearance, exit, voilà. On va retourner ici dans le terminal. Pip, install, LXML. Toujours pareil, on installe dans le virtual environment. Il a l'air d'être installé. Si on fait ça, CTRL SHIFT F10, c'est mieux. Et d'ailleurs, il nous a sorti notre span class. Donc il a bien trouvé la span avec le price block or price dans le ID, et il nous a trouvé le prix. C'est génial. Ok, super. On peut continuer. Ça avance. Petit à petit, ça avance. View. Appearance. Presentation mode. Voilà. Tac. Ça, c'est bon.
Normalement, si on en suit l'exemple qu'on a vu tout à l'heure quand on faisait r.text, il se contentait de nous afficher ce qu'il y avait entre les balises. Génial, super, super. Et maintenant, on va pouvoir aller récupérer le titre. Donc le titre, on va aller ici, on va inspecter les éléments encore, on va recliquer sur la petite flèche ici, on va revenir, on va enlever la petite flèche. Cliquez là, non, mauvaise pioche. On revient, ok, c'est ça qui nous intéresse. On va pas passer sur l'image, sinon, si on passe sur l'image, on s'aperçoit qu'elle vient en grand, et ça m'empêche après de sélectionner ce que je veux, comme là par exemple. Donc on va bien descendre le long du texte, aller jusqu'en bas, cliquer sur la petite flèche, remonter par le même chemin, se mettre ici, et on voit span ID product title. Hop, ça je veux. On va se mettre ici, on va faire nom produit égale soup.find, ID égale product, raté, product title, et on va faire un print de nom produit.text. Et normalement, ça devrait fonctionner. C'est quoi le délire? Oula! Oh bah ils ont été généreux avec les caractères qui servent à rien. Ok. Ça va être des espaces ou des retours chariots. On va essayer d'épurer le nom du produit là. On va essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu mieux. Donc déjà ce qu'on peut faire au lieu de faire un print de nom de produit.text, on peut dire que le nom du produit c'est seulement la partie texte déjà de ce qu'on a trouvé. Ça évite, comme ça on sait que la variable elle est déjà au bon format. On recommence, normalement ça n'a rien dû changer à l'exécution. Hop, si on monte un petit peu ça, j'ai toujours le prix qui est ici et j'ai toujours mon titre qui est pourri avec plein de choses devant et derrière. On va aller regarder sur la doc de Python. Hop, on va aller ici, on va faire Python. On va faire supprimer les caractères spéciaux autour d'une chaîne. On va regarder ça. Non, c'est pas ça. Supprimer les espaces. Ça va peut-être des espaces en regardant. Des espaces autour d'une chaîne. str.replace. Non, c'est tous les espaces par la chaîne, non. Non. Alors, on va quand même regarder, des fois qu'il y aurait d'autres infos. En début d'une chaîne, à la fin d'une chaîne, en début à la fin. Ça me plaît bien, ça. D'accord. Ok, on va le faire tout seul. La fin. Supprimer les espaces au début, à la fin d'une chaîne de caractères. str.strip. Ok, merci. Point strip. Et point strip, comme ça on va être sûr que les deux sont propres. On essaye. Ouais, et c'est pas beau ça? Super, on a nos infos. On a nos infos. Ok. Maintenant, et ce sera la fin de cette vidéo là, ce qu'il faudrait c'est que, ça c'est une chaîne de caractères, donc c'est un ensemble de lettres et de chiffres, il y a le symbole euro, il y a un espace, ça il faudrait que ça devienne un nombre, parce que si on veut le comparer à un prix, enfin qu'on veut que ce soit un vrai prix sous forme de nombre, il faut que ça devienne un nombre. Donc il va falloir qu'on transforme cette chaîne de caractères en une valeur numérique. Très important dans tout langage de programmation, les chiffres, les lettres, enfin, des nombres proprement parler et des chaînes de caractères, ce n'est pas la même chose. Si j'écris prix égale 100 et prix de égale 100, ce sont deux choses différentes. Un, c'est une chaîne de caractères qu'on écrit. Je ne peux pas faire de calcul dessus. Si je fais ça plus 2, on va d'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça fait. Plus 2,
print, prix, print, prix 2, vous allez voir que c'est deux choses complètement différentes. Un fait 1002 et l'autre fait 102. Pourquoi 1002? Parce que j'ai écrit le mot 100 et le mot 2 et je les ai mis l'un à côté de l'autre. Donc ça fait 100 et 2. Et là c'est bien 100 plus 2. La valeur numérique est égale à 102. Donc il va falloir que ce prix qu'on a trouvé ici, qui est le prix lu, hein, c'est pour ça que j'avais écrit prix lu, d'ailleurs j'avais anticipé, il va falloir qu'on le transforme en prix, à proprement parler en chiffres. Pour ça, il va falloir se débarrasser du symbole euro et de l'espace qu'il y a derrière. Et il va falloir, vu qu'on est en notation ici française, et il va falloir passer dans une notation américaine avec un point en séparateur de décimale, il va falloir transformer cette chaîne, remplacer la virgule par un point, et lui dire que maintenant, bah, ça, c'est bien une valeur. Donc on va y aller petit à petit, ça va être la fin de cette vidéo, on va finir là-dessus, mais on va aller nettoyer cette chaîne dans un premier temps. Donc le strip, il est pas mal. On va dire que prix lu, c'est égal à prix lu, mais je voudrais n'avoir que, que les chiffres qui sont à l'intérieur. Donc, alors là, c'est là que je vais expliquer une petite astuce. On pourrait dire vérifie si le premier caractère c'est un chiffre. Alors dans ce cas-là, c'est bon, tu vérifies le deuxième. Si c'est un chiffre, c'est bon. Tu vérifies le troisième, si c'est un chiffre, c'est bon. Tu vérifies si c'est un chiffre ou une virgule, c'est bon. Un chiffre ou une virgule, un chiffre ou une virgule, jusqu'à ce que tu trouves un espace. Mais il se peut très bien qu'en en notation même française, on ait un séparateur de milliers, comme ceci, qui serait un espace. Et là, dans ce cas-là, ça va pas être bon pour nous, pour la simple et bonne raison que il va trouver un espace, il va dire c'est la fin du prix. Et donc le prix sera de 1 euro au lieu de 1100 euros. Et autre problème aussi, c'est que si on parse ça directement en float, donc si on dit tiens cette chaîne-là, tu me la mets dans une valeur numérique, ça c'est le séparateur des milliers américains. Donc il va considérer que c'est 114 990 $, je pense. Enfin, il y a un truc qui va pas aller. Donc il va falloir qu'on transforme cette chaîne de manière correcte. Et au lieu de partir de l'avant comme ça et d'aller jusqu'au bout, vu qu'on ne sait pas quelle va être la longueur de la chaîne, si j'ai un prix qui fait 300 000 euros, je ne vais pas avoir que 6 caractères, je vais en avoir 3 de plus, je vais en avoir 9. Je vais partir de la fin et dire, écoute, tu prends la chaîne que tu as trouvée là, et tu me supprimes les 2 derniers caractères. Donc ça, je ne sais pas comment on fait, mais on va aller voir comment extraire une chaîne, une sous-chaîne à l'intérieur d'une chaîne en Python. Parce que ça, si on prend que ça à l'intérieur de tout ça, on va appeler ça la sous-chaîne de cette chaîne. Ah, c'est pas du sous-chaîne, hein, c'est pas breton. Python, extraire, sous-chaîne. Ouais, alors voyons voir. Alors, comment extraire? Waouh! Et ben on va regarder tout ça. Il y a ça, ça paraît moins simple sous-chaîne d'un string. Pour récupérer les premiers caractères les plus à gauche d'un string, il suffit d'utiliser la syntaxe 2 points nombre ou nombre le caractère à récupérer. Donc là, par exemple, 2 points nombre, il récupère 0,12. Donc 0,12. Ok. Moi, j'aimerais avoir tout sauf les deux derniers. Là, il récupère les 3 derniers jusqu'à la fin. Donc, si on fait un mélange de tout ça, ça donnerait quoi? 2 points, si on met rien devant, ça part du début. 3, ça compte 3 à partir de la gauche. Et apparemment, quand on met moins, ça compte à partir de la droite. On va tester un truc. Allez hop. Prix du poète depuis le début et 2 à partir de la droite. On essaye? Allez. Ah, mais il n'aime pas. C'est normal. J'ai laissé les prints, mais j'ai pas supprimé les prints. Enfin, j'ai laissé les prints, mais j'ai supprimé les variables. On recommence. Peut-être mieux. Eh, ça n'a pas l'air mal, ça. Ouais, ok. Bien. Prix lu égale prix lu, mais cette fois-ci, je veux supprimer la virgule et mettre un point. Remplacer une chaîne de caractères. Ah bah, elle est stupide. Super. Replace quoi? A avec I, c'est ça? Old par new.
et seulement 2 fois. Là, je veux qu'il fasse tout le temps. Donc, on va essayer replace ça par ça. On va essayer, hein. Hop! 114. Non, j'ai dit que je voulais un point. Blaireau. Voilà, super. Super, super, super. Et pour être sûr, je vais faire un truc. On va faire une verrue, comme on dit. Égal, on va mettre 1, 2, 3, espace 4, 5, 6, virgule 9, 9. Ok. Espace euro. Et normalement, si je réexécute le script, ouais, ça c'est normal, on va le remettre au-dessus. Alors, pour monter et descendre une ligne, comme je viens de faire, un raccourci sous PyCharm, vous mettez sur la ligne CTRL SHIFT, flèche bas ou flèche haut, et vous montez ou vous descendez. Très pratique aussi quand vous avez plusieurs prints à faire les uns derrière les autres. Par exemple, CTRL D pour dupliquer les lignes, et sur une ligne, SHIFT supprime pour supprimer toute la ligne. Shift supprime. CTRL D pour dupliquer, Shift supprime pour supprimer. CTRL Alt L va dire à PyCharm reformate le code. Là par exemple j'avais oublié un espace. CTRL Alt L permet de remettre un peu les choses propres. Ok, donc ça on recommence, on relance le script. Il va trouver quoi? 105, 125, 130. Ok, donc ce qu'il va falloir que je fasse quand même pour être propre, c'est qu'en plus de ça, il va falloir que je fasse prix lu égale prix lu point replace les espaces par rien. CTRL Alt L, hop, il m'a remis mon petit espace propre là devant parce que c'était un peu cracra. Et du coup, je me retrouve avec 125 305,99. Super, cette ligne-là, j'en ai plus besoin, ça fonctionne comme je veux. Et je la supprime. Et donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Petit à petit, on mène notre barque jusqu'à obtenir ce qu'on cherche. On sait ce qu'on voulait. On voulait un prix qui soit formatable. Et petit à petit, on a construit les blocs pour arriver à ce prix formatable. C'est-à-dire que maintenant, si je mets prix égale prix lu, là j'ai une chaîne de caractères. Il va falloir que je convertisse cette chaîne de caractères en un nombre décimal. Python. Convertir chaîne en nombre décimal. Convertir une chaîne de caractères en entier, bah, ça va être un bon début. En nombre, tiens, ah, ça me plaît bien celui-là. Ils sont sympas les Canadiens. C'est l'université de Montréal. Int, force en int, donc en entier. Oui, en nombre. Oula, il y a une autre page. Nombre entier, pas ce que je voulais. Voilà. Alors, ça c'est pour le formatage quand on imprime, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est ça qui va m'intéresser en float. Alors, float, c'est une valeur à virgule flottante, c'est-à-dire que c'est un nombre décimal. S égale float de S. Ok, il faut le forcer avec S, c'est une chaîne. On voit string, classe string, type S. Et si on le fait S, ça devient un float. C'est ça qui va m'intéresser, parce que des floats, je peux les comparer entre eux. Donc c'est égal à float de prix lu. Ok. Et pour m'en assurer, je vais faire type S. Print. Type S, ça va être mieux pour un script quand même. Hop. Hop. Comment ça? Oh bah oui, bien sûr, je suis voilà. Bon, la fatigue se fait sentir. Classe float, c'est bien un float. Donc ça c'est bon. Donc maintenant j'ai un prix qui est bel et bien une valeur numérique. J'ai un nom de produit qui est bien une chaîne de caractères. C'est nickel. Je peux supprimer ça. J'ai plus besoin qu'il me l'affiche. Maintenant je sais que ça fonctionne. Bah c'est pas mal, c'est pas mal. On va reprendre un peu le code depuis le départ parce que ça fait un petit bout de temps quand même qu'on en rajoute et là il va être temps de faire le point. On a importé les requests de BS4 avec Beautiful Soup, BS4 à l'intérieur de Beautiful Soup. Donc en fait on a importé le module mais on a pris que la partie BS4 qui nous intéresse dedans, qui est la version de Beautiful Soup qui nous intéresse. Ça c'est bien, on a installé Request et Beautiful Soup, enfin BS4
avec pip, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que j'ai accès au terminal ici directement? Non. Non, dommage, je l'aurais affiché. Bon, c'est pas grave. On a créé la classe main qui est la classe principale de notre produit. On a défini deux variables, le user agent avec lequel on s'identifie auprès d'Amazon, l'adresse du produit qui nous intéresse. On a mis un premier prix à 0, puis on a mis un nom de produit à blanc, parce qu'on ne le connaît pas encore. On a lancé une requête get pour récupérer le contenu de la page en disant à la requête et donc à Amazon qu'on est Mozilla Firefox. Ça, on va le supprimer, on va clean un peu le code. On sauvegarde dans un fichier le contenu HTML. Ça, j'ai envie de dire, on n'a plus besoin. On va le supprimer, on va épurer. Ensuite, on va récupérer le nom de produit et le prix grâce à Python Beautiful Soup. Donc soup égale Beautiful Soup de r.text LXML. Donc on dit la soupe, c'est mon module Beautiful Soup à qui je passe r.text, c'est-à-dire le résultat de ma requête, et tu le passes en vérifiant que c'est au format XML. Le prix lu, c'est le contenu, le texte qui est dans un bloc XML qui a pour ID priceBlock underscore our price, et je fais un strip pour m'assurer que devant et derrière ce bloc de texte, je n'ai pas des espaces parasites. Ensuite, le prix lu, j'en ai extrait tous les caractères depuis le début jusqu'à 2 avant la fin. Donc 126,99 espace euro, j'ai viré le espace et le euro. J'ai supprimé les virgules, les remplacé par des points, qui est le séparateur décimal pour les floats en informatique. J'ai supprimé les espaces par des blancs, parce qu'il n'y a pas de séparateur de milliers en informatique. Et j'ai dit, le prix, que j'avais mis à 0 au départ, maintenant est un float, c'est-à-dire une valeur décimale de la chaîne que tu as lue. Ça, pour être sûr de ne pas avoir d'erreur, il va falloir le mettre dans un bloc, on va tester que c'est possible, parce que si c'est pas possible, ça va renvoyer une erreur, et ça va faire foirer tout le programme. Donc, avant de quitter la vidéo, et après donc cette petite synthèse, on va revenir là-dessus, et on va mettre une petite clause qui va dire essaye de le faire, si tu n'y arrives pas, remonte-nous une erreur et arrête-toi parce que sinon ça va être, on va mettre à 0, on va mettre le prix à 0 si jamais il n'y arrive pas. Comme ça, ça va nous permettre de tester derrière, plus tard. Si le prix est bien différent de 0, parce que c'est jamais gratuit sur Amazon, ok, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Donc envoie-moi un mail en me disant attends, il y a un truc qui va pas, j'ai pas réussi à lire le prix correctement sur la page Amazon. Peut-être que la balise priceBlock or price n'existe pas, peut-être qu'elle a été remplacée par un autre nom, et dans ce cas-là, il faudra venir modifier le script pour voir ce qu'il en est. Le nom du produit, soup.find, dans la balise qui a pour ID product title, on prend le texte, on enlève les blancs parasites, pareil, nickel. Ça, avant d'utiliser le nom produit, il va falloir qu'on s'assure que le nom produit n'est pas blanc, n'est pas known. Parce que c'est pareil, s'il n'a pas trouvé ça, ça veut dire que la valise elle a certainement changé. Donc voilà, ça va faire partie de l'analyse qu'on va faire après. À fur et à mesure qu'on va avancer dans le programme, on va commencer à faire des contrôles à la mode Python, c'est-à-dire qu'on va pas contrôler avant de faire les choses, mais on va essayer de faire les choses, et si ça fonctionne pas, on va attraper ce qu'on appelle une exception, c'est-à-dire attention, il s'est passé quelque chose. On va traiter cette exception et notre programme va après prendre des décisions par rapport à cette erreur existante ou pas d'ailleurs. Il y a une erreur ou il n'y en a pas. C'est-à-dire que ça peut être l'envoi d'un mail qui dit ok, j'ai bien lu le prix, il est toujours de 100 et quelques euros et terminé, basta, on n'en parle plus. Ou ça va être un mail qui va dire attends Coco, je me suis lancé, j'ai essayé de lire la page que tu m'as dit, elle est illisible, je comprends pas, les valeurs elles sont pas bonnes, qu'est-ce qui se passe? Viens me voir. Donc voilà, ça va être un mail d'erreur. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qui vont arriver dans un temps suivant dans le projet où on va améliorer, affiner le projet, lui donner des nouvelles fonctionnalités. C'était pas dans le besoin au départ, ce sera pas forcément dans un besoin exprimé par un futur client, un de vos futurs clients, quoi que ce soit. Là, on est sur un projet de test pour nous, pour apprendre. Donc le besoin, on va le générer, j'ai envie de dire, à mesure qu'on avance aussi. On va pouvoir se permettre des choses. Quand vous serez en mode production réel, payé, n'offrez pas des choses qui ne vous ont pas été demandées. Soyez force de conseil, là, c'est de dire à votre client, oui, d'accord, je viens, mais si jamais il y a une erreur, on doit faire quoi?
et faites-lui payer la prestation. Et n'allez pas plus loin que ce qu'il vous a demandé. Hein. Rien n'est gratuit dans ce bas monde, hein, surtout dans le monde industriel. Rien n'est gratuit. Après voilà, si vous voulez faire de l'open source, faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez faire ça à titre commercial ou à titre même salarié, contentez-vous du cahier des charges qui vous a été fourni, de l'analyse du besoin qui vous a été fournie ou que vous avez faite et qui a été validée, car votre employeur, même s'il sera très content d'avoir des fonctionnalités en plus, ne sera pas forcément ravi que vous y ayez passé du temps alors qu'il avait à vous attribuer un autre projet qui était plus urgent. Donc voilà, là on va le faire à titre d'exemple, mais dans la vraie vie, dans la vie réelle, quand on débranche un ordinateur, qu'on prend sa sacoche et qu'on va travailler le matin, on se contente de ce qu'il nous est demandé. Hein, voilà. C'était Papy Codeur, Papy Dev. Pour la petite anecdote, on revient à nos moutons. Donc on a trouvé le product title, comparer le prix, envoyer le mail. C'est toujours pas fait, c'est pour plus tard. On va juste ici dire à prix, là on fait un cast, là c'est dangereux. On va juste ici, au moment où on transforme une chaîne en float, s'assurer que ça s'est bien passé. Et pour ça en Python on va utiliser un bloc qui s'appelle essay, try. Et si jamais ça se passe mal, except, on va lever une exception, c'est comme ça que ça s'appelle en informatique. Et on va lever une exception qui va s'appeler, je ne sais pas, on va accept tout simplement, on va juste générer comme ça. Et on va faire un print de KO, problème de conversion float. Et pour s'assurer que ça fonctionne, on va faire un prix lu égal à blablabla. On va tester. Could not convert. Try, accept. Except, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On va essayer comme ça. KO, problème de conversion float. Voilà, donc là, on avait un message en rouge avant qui nous disait qu'il n'avait pas réussi à transformer SQDJKS en float. C'était Python, l'interpréteur, qui avait généré l'erreur, et d'ailleurs il nous a fait un process finished avec exit code 0. Je vais vous le reproduire, c'est-à-dire qu'en fait le programme s'est pas terminé normalement du tout. Le programme a planté, Python a planté. Voilà, exit code 1. Erreur rouge, donc quand c'est des erreurs rouges, ça veut dire tout simplement que c'est une erreur de l'interpréteur lui-même, c'est pas géré dans notre programme. Mais si on lève l'exception sur la value error, qui est l'exception qui est remontée ici, et qu'on la gère nous-mêmes, là on va se rendre compte de l'intérêt, c'est que notre programme a bien testé le problème, il est bien sorti 0, donc ça veut dire que Python n'a pas planté, c'est notre programme qui a géré l'erreur, donc ce n'est pas une erreur de programme. Le programme fonctionne correctement, on a anticipé, enfin on a pris à notre charge la gestion de ce type d'erreur, et notre programme lui est clean. Et ça, il faut toujours, quoi qu'il se passe dans votre programme, qu'on sorte toujours avec un code 0. Un programme qui sort avec un code 1, c'est pas normal. C'est pas normal. Hop, donc voilà, on a vu la première gestion d'exception en Python. On va faire un petit coup de propre, voilà. Hop, et on va s'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine étape sera de comparer le prix et d'envoyer un email. Dans un premier temps, comparer le prix. Pour ça, il faudra qu'on sache où on était avant pour vérifier que le prix a changé ou pas. Donc ça va nous obliger à écrire quelque part dans un fichier, un peu comme on a fait tout à l'heure, ou la dernière fois, je ne sais plus, pour le contenu de la page qu'on a mis dans un fichier HTML. On va sauvegarder les différents prix qu'on a lus pour ce produit. Et comme ça va nous dire, bah tiens, on vient de relire le produit par rapport à l'ancien, est-ce qu'il est plus, est-ce qu'il est moins, est-ce qu'il est égal, et de faire cette comparaison, et ça me permet de me servir de base de comparaison pour nous dire, bah tiens, il a descendu, je t'envoie un email comme quoi le prix il était à 110 €, il est passé à 100 €, chouette, vas-y, lance-toi, c'est le moment d'acheter. Voilà, donc on se quitte là-dessus, on se retrouve dans la prochaine vidéo, merci à tous, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un pouce, à vous abonner, le pouce quel que soit le sens, comme je vous dis, je suis pas regardant, tout ce que je veux c'est apprendre comme vous, donc n'hésitez pas à poser vos critiques dans les commentaires en dessous de la vidéo, merci beaucoup et à très bientôt.